aujourd'hui pour le petit bilan de mes lectures du mois de mars. Et je vous préviens tout de suite, ce mois de mars a été un peu catastrophique. J'ai vraiment pas lu beaucoup de livres. Pourquoi ce mois a été catastrophique? En vrai, il n'a pas été catastrophique dans le sens où il s'est passé plein de merde et tout, hein, pas du tout, au contraire. Ça a été un super bon mois, un mois où j'ai fait beaucoup de choses, mais du coup, bah forcément, après, côté lecture, ça a un petit peu empiétré sur mon temps de lecture. Mais c'est pas grave, parce que vraiment, j'ai passé un super bon mois, même s'il était très fatigant. Si vous avez regardé toutes mes vidéos et du coup que vous avez regardé mon vlog que j'ai sorti au début du mois de mars, j'ai commencé le mois en lisant Atalante de Cassandre Lambert, qui est du coup le premier tome d'une duologie sur Atalante, réécriture du mythe d'Atalante. Du coup, dans ce livre, on suit Atalante, une jeune femme qui a été abandonnée à la naissance et qui a été bénie par différents dieux et déesses, dont Artémis, la déesse de la chasse. Atalante, du coup, là on la suit dans sa jeunesse, donc au début quand elle a été élevée par deux hommes dans la forêt, et ensuite plus tard quand elle a été choisie par Chiron, qui est le faiseur de héros, où là elle va commencer à s'entraîner pour devenir une grande guerrière, et elle, son objectif c'est de faire partie des Amazones plus tard. C'est vraiment l'objectif de sa vie, son rêve. Avec Chiron, elle va rencontrer Asclépios, qui est un fils d'Apollon et qui lui s'entraîne pour devenir un grand médecin, et pourquoi pas le héros des médecins, le plus grand de tous les médecins, tout ça. Ils vont tous les deux s'entraîner pour réussir leur objectif ultime, l'objectif ultime de leur vie, et du coup s'entraider mutuellement, va y avoir beaucoup d'amitié. Tous les deux ont reçu une prophétie, et la prophétie de Atalante dit notamment que elle n'a pas le droit de tomber amoureuse si elle veut devenir la plus grande de toutes les guerrières. J'ai lu ce livre en une journée. À partir de là, je pense que vous savez du coup ce que j'ai pensé de ce livre. J'ai trouvé l'écriture vraiment très agréable. J'ai beau apprécier la mythologie, etc. Je connaissais pas le mythe d'Atalante, j'apprécie, mais je suis pas forcément une grande connaisseuse de tout ça, donc je sais pas si ça respecte à fond le mythe. J'attends de lire le deuxième tome qui est sorti là au mois de mars, mais que je n'ai pas encore acheté. J'attends d'avoir lu le deuxième livre pour me renseigner sur le mythe et voir si ça respecte bien, mais en tout cas l'écriture est vraiment hyper agréable, j'ai beaucoup aimé. J'ai mes théories sur comment ça se termine. En soi, après, c'est pas censé être non plus une big surprise puisque c'est une réécriture, c'est un mythe qui existe déjà, donc je pense pas que la fin soit hyper étonnante, je ne sais pas. Il faut savoir du coup que c'est chez Didier Jeunesse, donc c'est un livre pour les jeunes, mais j'ai beaucoup aimé dedans, malgré une plume qui est quand même assez facile, mais c'est normal parce que c'est le public à qui c'est destiné. Malgré tout ça, j'ai beaucoup aimé tous les messages puissants et importants dans ce livre. Ça parle beaucoup de féminisme, et ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper bien parce qu'il y avait des phrases et punchlines qu'elle envoyait à Atalante. J'étais là genre vraiment mic drop. Pouh. J'ai trop aimé, j'ai vraiment beaucoup trop aimé. Ensuite, j'avais un service presse que j'ai reçu grâce à un service presse américain qui s'appelle Grace Promotion. Le livre s'appelle Broken in the Dark de Elizabeth Ashley, qui est une dark romance, donc pas pour tous les publics bien entendu, il faut aller voir plus de 18 ans, il faut lire en anglais puisque c'est en anglais, et il faut se renseigner sur les trigger warnings. Mais là on n'est pas sur une dark romance en mode la relation est malsaine, on est sur une dark romance dans le sens où c'est l'univers autour de la relation qui est bof, mais la relation en elle-même. Dans ce livre, on suit Léo et Scarlett. Ils sont amis d'enfance, donc c'est ça vraiment, je m'étais dit, une dark romance avec du Friends to Lovers. J'étais vraiment très intriguée, puisque c'est vrai qu'on a l'habitude des dark romances où c'est quand même assez malsain et tout dans la relation, et du coup j'étais vraiment très curieuse de savoir comment ça a été écrit là. Pas du tout malsain du coup. Scarlett, du coup, c'est une femme, elle n'a pas vu Léo depuis 7 ans, elle était très proche de la famille de Léo, donc la famille Alary, qui est une famille un petit peu de mafia, tout ça. C'est une famille très puissante et tout. Elle a grandi avec eux, et
elle a été très très proche de Léo, avec qui il s'est passé un petit truc, mais au moment où il aurait pu se passer une vraie relation entre les deux, son père lui a dit viens on se casse parce que le père de Léo vient d'être... 7 ans plus tard, Léo et Scarlett vont se retrouver. Le père de Scarlett est décédé depuis quelques temps et Scarlett a été kidnappée pendant plusieurs semaines. Elle a été retenue prisonnière et bon bah on lui a fait des choses bof quoi. Elle n'a jamais vu qui lui faisait tout ça, qui l'avait kidnappée et qui lui faisait du mal comme ça parce que la personne n'a jamais parlé donc elle ne peut pas savoir sa voix et elle avait un masque de diable parce que son surnom c'était le diable en français. Du coup elle ne sait pas qui lui a fait du mal, elle n'avait que la couleur de ses yeux et c'est tout. Elle est sauvée par la famille de Léo et du coup notamment par Léo et quelques temps après pour essayer de faire ressortir ce fameux diable parce que là il est un petit peu tranquille quand même et ils sont là, oui alors faut quand même qu'on le retrouve et qu'on le bute pour la venger. Ils se disent et si on organisait, parce que le diable est persuadé que Scarlett lui appartient, donc si on organisait un mariage de convenance pour le faire sortir de sa tanière. Et qui de mieux que Léo, l'incroyable Léo, le très patient Léo, le très calme Léo et surtout son amour de jeunesse pour jouer le rôle du mari. Léo est prêt à tout pour la venger et surtout pour qu'elle se sente enfin en sécurité. Ah, Léo. Ah, Léo. C'est pas un coup de cœur parce qu'il y a beaucoup de choses quand même qui font que ça peut pas être un coup de cœur. Le diable, j'ai su tout de suite qui c'était. Genre vraiment, première fois qu'on rencontre le personnage qui peut potentiellement être le diable, je fais ok c'est lui. Il y a beaucoup de choses, tout ce qui pouvait être plot twist en fait je l'avais deviné dès le début et j'étais là genre quand même, donc pour ça c'est pas un coup de cœur. Même si Léo c'est vraiment un homme genre oh my god, genre vraiment je veux un Léo dans ma vie. Léo a détrôné beaucoup de book boyfriends. C'est même pas un book boyfriend du coup puisque c'est un mari, c'est un book husband. Il a détrôné tout le monde, il est à un niveau, oh my god, vous imaginez même pas. Mais il y a des moments c'était un peu trop. On est vraiment pas loin du coup de cœur parce que cette histoire elle m'a fait du bien. C'était incroyable, c'était doux, genre vraiment la relation était d'une douceur incroyable. Ah, j'ai trop aimé. Et juste après tant de douceur, j'ai voulu lire autre chose. J'avais envie de lire un livre où je savais que là, ça y allait, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je sais que Rosalie, c'est une autrice qui écrit beaucoup de livres où ça y va. Et je me suis dit, hey, je vais lire le premier tome de, je crois que c'était la toute première duologie qu'elle a écrit. Les seuls pour le moment livres d'elle que je n'ai pas encore lus. J'ai le tome 1 qui était déjà dans ma Kindle, que j'avais acheté dans un Stuff Your Kindle. Je me suis dit, vas-y je vais le lire. Ça s'appelle Addicted to the Pain. Et bon, dans ce livre, on suit du coup deux familles rivales, les Date Soldier versus les Taylor. En gros, on a Lark qui est la fille du chef de l'une des deux familles qui a été kidnappée par l'autre famille. On veut lui faire cracher le morceau sur les planques de sa famille à elle. Et en fait, au début, elle craque pas et tout. Et vraiment, elle se fait torturer jusqu'au moment où les 4 fils, alors ils sont pas tous fils de sang, mais en tout cas ils sont très proches en tout cas du chef de ce deuxième gang où elle a été kidnappée, rentrent. Et du coup c'est leur tour de la faire craquer, sauf que il va y avoir une alchimie très forte entre eux 5, ce qui fait que ça va être un poil compliqué. Autant j'aime beaucoup les livres de Rosalie en général, j'y cherche pas forcément une intrigue de fou, mais il y a quand même une intrigue derrière tout ce... On n'est pas sur de la grande littérature même, on est très loin, mais j'aime. Je lis ça vraiment dans des moments où j'ai pas envie de me prendre la tête en fait. Et là en mars j'avais pas envie de me prendre la tête, j'avais envie de choses légères, j'avais envie de choses simples. Légères entre guillemets parce que ça reste quand même de la dark romance. Je veux des choses où je me prends pas la tête. Et Rosalie, elle,
L'avantage c'est que ce qu'elle écrit c'est un peu ce genre de choses et il y a des moments où j'ai envie de lire ce genre de choses. Mais là ça l'a pas fait, j'ai fini ce premier tome, j'étais, je sais pas, je vais lire le deuxième tome pour voir parce que j'ai quand même envie de savoir comment ça se termine et finalement le deuxième tome je l'ai DNF. C'est la première fois que je le fais pour un de ses livres, alors après c'est très sûrement lié aussi au fait que c'est les premiers livres qu'elle a écrits. Entre temps elle a amélioré un petit peu sa plume, tout ça. Juste après Atalante, j'avais commencé mais j'ai mis un petit peu de temps à le lire parce que j'ai eu du mal à lire des livres papier. La Cité d'Or de Clémence Marais qui est le deuxième tome de la saga L'Ultime Prophétie. Le premier tome c'est Kira Fahir. Les deux tomes ont des histoires séparées mais elles sont liées. Donc c'est-à-dire que là dans ce deuxième tome on a des références à Kira Fahir même si elles sont très légères. Tout se passe dans le même monde mais il n'y a pas du tout les mêmes personnages. Le but de l'Ultime Prophétie, de la saga en entier, c'est que dans différentes parties du monde en fait, les moires, donc vous savez ces trois sorcières qui tissent le fil du destin, qui peuvent voir un petit peu des choses comme ça, elles ont vu une prophétie comme quoi le monde allait disparaître, c'est la fin du monde. Sauf si il y a des choses qui se font. Des choses qui se font dans différentes parties du monde, un petit peu un jeu d'échiquier, vous voyez, des personnages trop importants qui peut-être ont trop de pouvoir, ce genre de choses. Dans le premier tome, on suivait 6 personnages qui étaient tous liés mais qui à la base ne se connaissaient pas tous et à la fin ils se retrouvent liés dans une même quête. Dans celui-ci on suit notamment mais pas que 3 frères et sœurs, donc un frère et 2 sœurs qui ont une même quête à accomplir dans la Cité d'Or pour éviter la chute de la Cité d'Or. Ils vont devoir résoudre déjà une énigme et une fois que l'énigme est résolue ils vont devoir accomplir cette quête, sachant que ils sont pas tous au début très impliqués là-dedans. J'ai beaucoup aimé. Clémence Marais, elle a une manière d'écrire que j'aime énormément parce que on va droit au but, vous voyez, c'est pas compliqué, c'est... Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais on va droit au but. C'est simple tout en étant ambiançant. Elle a fait beaucoup de recherches et s'est beaucoup renseignée pour que tout soit la Cité d'Or, pour que ce soit quand même assez réaliste par rapport à l'inspiration orientale qu'il y a derrière. Les personnages sont très attachants et notamment, alors moi je suis le genre de personne qui aime les personnages doux. Enfin ça dépend en vrai de mon mood hein, mais en général j'aime les personnages qui sont soit doux, soit un petit peu torturés, soit drôles. C'est plus le genre de personnage avec qui, quand il y en a plusieurs comme ça où on peut avoir des accroches, avec qui je vais avoir le plus d'accroches. Et là, clairement le frère, Tarek, c'est ça, c'est un personnage qui est très drôle, qui est très... il est pas très fut-fut, il est pas très débrouillard et tout. Il est un peu en mode, moi je vis ma vie pour me faire plaisir et puis c'est tout, le reste je m'en fous. J'adore. Vraiment, j'adore, il était trop drôle, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, encore une fois, hein, j'avais toujours pas envie de me prendre la tête, je voulais des choses légères, voilà. Et du coup, j'ai eu envie de relire une saga que j'avais lue il y a très longtemps, enfin il y a 2 ans. C'est une saga de harem inversé. J'ai relu le premier tome, le tome 1.5 et une partie du tome 2, mais là c'est bon, maintenant j'ai plus forcément envie de ça. La saga s'appelle Darkest Flames et le tome 1 c'est Demon Kissed. En fait dans cette saga on suit une lycéenne, donc elle a 18 ans, qui est grave en crush sur un gars, genre vraiment oh my god c'est son crush ultime, elle l'aime trop et tout, sauf qu'en fait elle est pas forcément très douée socialement, c'est loin d'être la meuf populaire tout ça, du coup dès qu'elle se retrouve face à ce gars, elle perd tous ses moyens et elle finit par dire ou faire des choses embarrassantes quoi. Un soir à une soirée d'Halloween, il y a un gars qui a un livre pour lancer des sorts et tout, genre acheté sur Amazon et tout, donc sa meilleure amie lui fait viens vas-y on fait ça, on va lancer un sort d'amour. C'est une soirée d'Halloween, ils ont bu, elle y croit pas du tout mais elle dit bon bah ok vas-y on va le faire. Le lendemain, elle se réveille chez elle et il y a 5 hommes, c'est pas
que des hommes d'ailleurs, ce sont des démons qui se retrouvent chez elle et qui lui disent on a répondu à ton appel. C'est une relecture donc forcément je l'avais beaucoup aimé. Là maintenant que je le relis, j'ai bien aimé. C'est une relecture quoi, c'est sympa. C'est sympa. C'est sympa pour commencer les harems inversés si vous voulez des trucs un peu rigolos avec quand même une bonne intrigue qui se met en place petit à petit, pas forcément des gros plot twists, on devine les choses assez facilement, c'est sympa, c'est léger, c'est rigolo. Et j'ai fini le mois. Alors là, ça a été dur, hein. Ça a été très dur. J'ai mis un mois du coup à lire ce livre. J'ai fini le mois en terminant The Stars Are Dying de Chloé Peñaranda. Je l'ai fini dimanche. J'avais commencé, on devait être le 4 ou 5. Il est pas gros, hein. L'histoire en elle-même, elle fait 390 pages. Donc c'est hyper court en vrai, hein. Par contre, c'est écrit minuscule. Je mettais 2 minutes par page, donc pas par double page, genre par page, je mettais entre 2 et 3 minutes. Dans ce livre, on suit Astraea, qui est une femme qui a été secourue par un duc, je crois, et en fait elle ne se souvient pas de son passé. Donc elle a 5 ans en tête et tout ce qui s'est passé avant elle ne sait pas et disons que la relation avec ce fameux duc est pas forcément très saine. Et tous les 100 ans il y a des jeux magiques, donc les libertatèmes, qui ont lieu et qui permettent une protection au royaume qui gagne contre les vampires pendant 100 ans. Il y a 5 royaumes participants. Et elle, c'est son amie Cassia qui doit participer au jeu. Et du coup, Astraea décide de l'accompagner pour ne pas qu'elle soit toute seule dans cette épreuve mortelle. Chaque royaume envoie une personne et sur les 5 participants, il n'y en a qu'un seul qui survit. Les choses vont faire que Astraea va participer finalement à la place de Cassia à ces jeux magiques. Il faut savoir que tout du long, elle est stalkée, elle est suivie, elle est accompagnée et elle est aidée par un homme un petit peu étrange qui s'appelle Night, donc nuit en français, qui est tout le temps là avec elle, qui l'aide et tout, et en fait elle ne sait pas trop quoi faire, si elle doit lui faire confiance ou pas, parce qu'il est quand même assez étrange, mais en même temps elle ne peut pas nier le fait qu'il y a quelque chose d'incroyablement attirant chez lui et surtout que potentiellement il pourrait être la réponse à toutes les questions qu'elle se pose depuis 5 ans. Pourquoi j'ai mis autant de temps à le lire? Bah déjà je pense que la fatigue a joué beaucoup, encore une fois, hein, ça fait 20 000 fois que je le dis au bout d'un moment, je pense que vous avez compris. Je pense que ça a joué beaucoup, le fait que ce soit écrit tout petit. En fait mon esprit vagabondait souvent, parfois je me retrouvais, je finissais un paragraphe et je me disais mais il s'est passé quoi en fait pendant les 30-50 dernières secondes que je lisais, je ne sais plus. En fait, j'ai un avis très mitigé dessus, dans le sens où j'aime l'intrigue, j'aime l'histoire, j'aime l'intrigue principale parce que l'intrigue de ce premier tome, comme beaucoup de sagas, c'est une trilogie du coup, donc comme dans beaucoup de sagas, on a un premier tome qui a une intrigue en elle-même pour ce premier tome, et cette intrigue va être liée à l'intrigue principale de toute la saga qui va se développer dans la suite, qui commence un petit peu à être mise en lumière dans ce premier tome. Et en fait cette intrigue principale qui se développe sur toute la saga, qui est censée du coup amener un plot twist à la fin, bah j'avais tout deviné depuis le début. Il y a certaines choses qui ont quand même su me surprendre, mais j'avais deviné dès le début. J'aurais espéré plus de surprises. La manière dont c'était écrit, on est du point de vue de Astraea du début à la fin, et la manière dont c'est écrit, en fait je ne comprends pas le fait que elle ait été surprise par ce qui arrive, par les révélations à la fin, quand moi, que je lisais de son point de vue, j'avais tout deviné. Je comprenais pas et je la trouvais vraiment idiote. En fait c'est elle qui m'a dérangée, c'est ce personnage, son personnage à elle qui m'a dérangée pendant toute l'histoire, parce que l'histoire en général est sympa. Il y a quand même beaucoup de choses très intéressantes. Le protagoniste masculin du coup est hyper intéressant. On a une romance avec beaucoup de tension. Enfin vraiment il y a beaucoup de choses très sympas dans ce livre. Il y a des choses qui sont dites dans ce livre que le protagoniste masculin dit, mais pas que, hein. J'étais là genre oh my god, j'étais vraiment en mode, je fondais en lisant ça, j'étais là genre oh là là c'est trop beau. Mais elle, la protagoniste, donc celle dans la tête de qui on est du début à la fin, non, ça l'a pas fait. En fait, donc déjà elle est idiote parce qu'elle ne devine pas la moitié des choses que nous on sait en tant que lecteur depuis quasiment le début, genre à la page 100 c'est bon, on a déjà tout deviné, alors qu'elle elle le découvre à la page 320. Au bout d'un moment meuf, t'as tout devant toi, il y a tout qui est dit là, on te le dit, pourquoi tu
pourquoi tu réfléchis pas 2 minutes? Les jeux mortels un petit peu auxquels elle participe, il y a plusieurs épreuves en fait dedans. Des épreuves qu'elle doit faire seule, entre guillemets, c'est pas des épreuves mortelles où ils se combattent les uns les autres, tout ça, hein, donc ça va, normalement ils sont pas trop censés devoir se combattre au début en tout cas. À part à un ou deux petits moments, hein, sans être extérieure, elle n'est capable de rien. Elle est décrite à un moment comme quelqu'un qui aime beaucoup les puzzles, qui est très logique. Et là, je n'ai pas vu ça dans le livre. À part une ou deux fois, je n'ai pas vu ce truc où elle est logique dans le livre, dans les épreuves, dans tout. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. En dehors de elle, de ça, de ce manque clair de logique et tout, et une ou deux fois où j'ai un peu soufflé dans la manière dont c'était écrit, etc. Vraiment, l'histoire est géniale. J'attends du coup de lire le tome 2, pas tout de suite, hein, parce que là j'ai besoin d'une pause, mais j'attends de lire le tome 2 pour me faire un avis en fait. C'est là pour le moment, je sais pas quoi en penser, je sais pas si j'ai aimé ou je sais pas si j'ai pas aimé. J'attends de voir le tome 2 comment c'est. J'espère juste que c'est pas juste un tome de transition comme on a l'habitude, parce qu'en fait j'arrive pas non plus trop à savoir ce qui peut se passer encore en 2 tomes. J'attends de voir tout ça pour me faire un avis clair sur la saga. Voilà, c'est le bilan de mes livres terminés durant le mois de mars. À côté de ça, j'ai commencé plusieurs livres, il y en a déjà d'ailleurs que j'ai fini là en début avril, mais je vous dirai tout ça quand on sera au bilan du mois d'avril. N'hésitez pas vous à me dire qu'est-ce que vous avez lu pendant le mois de mars et surtout si vous avez aimé vos lectures. Je suis super curieuse. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture.